Clap un C'était drôle avec Colette, d'ailleurs, le téléphone. Clap un petit coup. Ouais. Alors, Colette, c'était drôle pourquoi? Quand le téléphone a sonné. Parce que son téléphone a sonné? Oui, que son téléphone a sonné et qu'elle était toute... Mais c'est moi qui l'ai appelé du coup? Non, tu te souviens pas dans sa vidéo? Ah oui, oui. Oui, elle dit, t'as qu'à laisser sonner, il Oui, avait l'air tellement déçu. t'es genre, elle était là toute... Donc Perrine, toi t'es ostéopathe. Je suis ostéopathe. Et je t'ai amené Colette. Exactement. Donc épisode 2. Épisode 2. Et toi t'es épisode, je crois que t'es épisode 20. Donc t'es ostéopathe, tu es dans ma rue. Oui. Tu vas raconter vite fait comment on se connaît? Comment on se connaît? Je crois que la première fois c'était chez David, il me semble. David le fleuriste. David le fleuriste. Probablement épisode 42 parce qu'il faut probablement, mais je me souviens plus exactement. Je crois que c'était un anniversaire, je suis pas sûre. Ouais. Et t'es à 3 immeubles de chez moi. Ah bah oui, on est très très proche. Oui. Et t'es dans le quartier depuis longtemps? Ça fait depuis 2017. 2017. Et t'étais où avant? Dans le 20e. T'es parisienne? Dans le 20e. Je suis parisienne, pure parisienne, née à Paris, toujours vécue à Paris. Et j'atterris à Paris. Et j'ai atterri dans le 18e par hasard. C'est ma marraine qui avait un restaurant dans le quartier. Et je cherchais un cabinet sans trop chercher. Et un jour, elle m'a dit, écoute, j'ai vu quelque chose pour toi, c'est fait pour toi. Donc j'ai dit ok. Et je suis allée voir et me voilà rue Hermel. Parce qu'on est là, on est dans ton cabinet. Dans mon cabinet. Moi, je me suis toujours posé la question, c'est comment on devient ostéo, quoi? Parce qu'il y a une démarche quand même très active. Ouais, alors je sais pas pour les autres, je pense que chacun a son histoire et chacun a son petit truc qui mène à ça. Moi, pour ma part, j'ai eu un frère qui avait beaucoup d'ennuis de santé. Donc j'ai passé toute mon enfance dans les hôpitaux, donc c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours... Je voulais être dans le médical, je voulais soigner les gens, j'adorais faire des pansements. Et puis un jour, donc je partais un peu là-dessus sans savoir vraiment quoi. Et un jour, j'ai accompagné mon père chez l'ostéo qui s'était fait mal au dos et qui m'a dit « Écoute, viens avec moi, je te dépose après chez ta copine. » Et quand j'ai vu ça, le travail manuel que j'ai vu, je me suis dit « Parce que tu as assisté à la séance? J'ai assisté à toute la séance, exactement. Il avait quoi? Il avait mal au dos, il avait juste mal au dos. Et j'ai aimé ce contact, ce toucher, ce rapport avec les gens, cette proximité. Et je me suis dit « Ok, c'est ça que je veux faire. » c'est fait pour moi et à partir de ce moment-là, j'ai pas lâché le truc. Il se parlait pendant la séance? Ouais, il se parlait, même avec moi, il communiquait. Voilà, quel âge? J'avais 16 ans. Ah oui, donc t'es quand même très très adulte. Bah ouais. Donc mais l'ostéopathe, c'était un ostéopathe qu'il allait voir de temps en temps. C'était un vieux, un jeune? Il devait avoir 45 ans, jeune. Puis t'attendais à ce que je Non, c'était pour savoir. Mais pour toi, c'était un monsieur quand même. Pour moi, c'était un monsieur. Ouais. Et donc, du coup, tu t'es dit, boum, badaboum, c'est ce que je veux faire. Je veux faire ça. À partir de ce moment-là, j'ai plus changé d'idée. Ça a été tout de suite, je me suis renseignée. Et voilà. Et avant, quand tu étais plus petite, tu as pensé à d'éventuels métiers ou... J'ai toujours voulu être dans le médical. Ça aurait été infirmière, médecin. C'est lié à ton frère, du coup, tu penses? Oui, c'est lié à lui. Enfin, si, c'est lié à lui. Vous avez un lien fort? On avait un lien très fort. Après, on a eu des liens moins forts. On retrouve des liens. Il est plus âgé? Plus âgé que moi. Donc ça, c'est la vie, je crois. Hein. Un jour, on est avec des gens, puis après, on se perd un peu, puis on se retrouve. Mais oui, c'est le fait d'avoir toujours été dans ce milieu médical, dans les soins, dans les hôpitaux, C'est un truc qui me plaît, c'est un truc qui me fait pas peur, c'est un truc qui m'attire, qui m'intéresse. Totalement. Et donc, tu n'avais pas particulièrement d'autres idées plus jeune? Non. Tu avais des hobbies? Tu aimais, je sais pas, tu faisais de la danse? J'ai fait de la danse. En fait, j'aime pas faire la même chose longtemps. Par contre, j'adore faire plein de choses. Quoi. Voilà. Donc, j'ai fait du hip-hop, je faisais du roller, j'ai fait du classique, j'ai fait de la danse africaine. Voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez... j'adore faire plein de choses. J'adore aller à des concerts même si je connais pas l'artiste. J'adore aller à des expos même si je connais pas. Voilà, j'aime bien découvrir, j'aime bien... sortir de la routine. Quoi. De la routine et pas connaître. Pas connaître, les gens vont voir ce qu'ils connaissent. Moi, j'aime bien aussi aller voir ce que je connais pas.
Moi, je t'avoue que j'ai voulu t'interviewer parce que c'est ton métier qui me fascine, en fait. Et bon, moi, je suis venu te voir plusieurs fois et tu m'as beaucoup aidé. Je me suis senti mieux dans ma tête, mieux dans mon corps. Et puis, donc, je te sentais quand même assez experte, compétente et investie. Et puis, je trouvais qu'il y avait un travail aussi de communication, tu vois. Bah, bien sûr. Qui au moins la moitié du résultat, je pense, est dû au travail de communication. Et moi, ça m'intéressait en fait de te poser quelques questions, si tu es d'accord. Bien sûr. Sur voilà, les différences. Tu es quand même un petit peu au carrefour de plein de gens du quartier, que tu es un peu la sonde du 18e pour savoir voilà, les différences entre les mots et la relation des gens à la vie et la façon dont ils gèrent leur souffrance et aussi de la façon dont elles se manifestent dans leur corps selon leur état psychique. Donc je voulais un peu que tu racontes. Alors tu sais, moi, chaque personne qui vient, je la prends telle qu'elle est avec son bagage. Et ce qui est bien avec le fait d'être ostéopathe, d'être son ostéopathe, c'est qu'on suit une personne sur une longue durée. Ce qui se passe, c'est que tu as plusieurs histoires de vie. Ils ont des enfants, ils ont des séparations, ils ont des moments de bonheur, ils ont des moments de tristesse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce ressenti-là sur le corps derrière. Quand il y a du stress, quand il y a de la colère, quand il y a de la tristesse, c'est des choses qu'on va ressentir d'une certaine façon. Et à l'inverse, quand ils sont bien, il y a aussi ces gens qui viennent en te disant je vais bien, je me sens bien, j'ai envie de me sentir encore mieux pour prendre soin d'eux et pour avoir un avis totalement extérieur qui n'est pas la famille, les amis, les amours, les enfants. C'est voilà, quelqu'un qui te prend comme ça. Et... T'as eu des gens qui ont pleuré dans... Énormément. Ah oui? Énormément. En parlant ou parce que tu les débloquais Parfois c'est devant la table, qu'est-ce qui vous amène? Et là, ils se font en sanglots. Et parfois c'est pendant la consultation, parfois c'est à la fin. Ça dépend vraiment de quand la personne a envie de lâcher, quand elle est en confiance aussi, ou quand le corps, quand tout est bloqué, on a du mal à sortir les émotions. Et quand on vient débloquer, à un moment, il y a tout qui sort, il y a tout qui se relâche. Et c'est ça le plus intéressant. Ça t'a pas déconcerté Non, moi j'adore ça. La première fois où les gens ont pleuré? Non, moi ça fait partie de moi. J'ai beaucoup d'empathie. Et en fait, c'est pas ce que j'aime de les voir pleurer. Mais en tout cas, ce que j'aime, c'est de faire ressortir chez eux toute cette souffrance, qu'elle soit physique ou psychique. Et une fois que c'est sorti, c'est sorti. Et c'est là le plus intéressant de mon boulot. Je prends toutes les énergies, donc je suis capable, ça m'est déjà arrivé qu'une patiente parte et que moi-même, j'ai le cœur lourd et les larmes aux yeux parce que devant elle, j'ai pas flanché, mais une fois que c'était parti... À cause de son histoire. À cause de son histoire. Parce que je me dis finalement, c'est une bonne parade de s'occuper des autres pour pas rester en plan, quoi, attendre qu'on s'occupe de toi, quoi. C'est toujours plus facile de s'occuper des autres et surtout que de s'occuper de soi. En même temps, au moins, tu rajoutes quand même du bonheur dans le monde, même si tu résous pas forcément tes maux à toi, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on est là pour les autres et qu'on est peut-être moins là pour soi. Mais bon, je préfère être là pour les autres et moins là pour moi. Tu sais, il y a cette série, moi j'ai vu la version anglaise, américaine, en analyse, In Treatment. In Treatment. Ouais. C'est le psy qui voit plein de gens et puis tous les 5 épisodes, c'est lui qui va voir un psy. C'est vrai? Oui, et apparemment ça se fait comme ça. Je me disais en fait pour les ostéos, on devrait leur imposer aussi de voir un ostéo, quoi. Moi je vois un ostéo. Ouais. Tu le vois très régulièrement. J'y étais encore il y a 2 jours. Et tu vas à quelle fréquence? J'y vais au moins 4 fois dans l'année. 4-5 fois dans l'année. En tout cas, quand j'ai des maux et que je sens que j'ai le corps lourd, j'hésite pas une seule seconde et je vais chez l'ostéo moi aussi. Quand tu étais gamine, tu jouais à quoi? À la poupée. À la poupée, beaucoup. Ma mère disait qu'on pouvait me laisser des heures avec une Barbie et on me mettait dans un coin et on ne m'entendait pas. J'adorais jouer à la poupée. Qu'est-ce que tu faisais avec la poupée? Des histoires. Je leur racontais des histoires. T'en avais plusieurs ou t'en avais une? Ah, j'en avais plusieurs. Ouais. Ouais, je devais en avoir une trentaine, je pense. Ah oui, quand même. Ouais. Mais ma mère les a toujours dans un coffre chez elle. Je refuse qu'elle les jette. C'est très sentimental pour moi. Oh, c'est très ouais, c'est très sentimental. Je me faisais mes petites histoires. Je crois que c'était ma façon à moi de vivre ma vie d'enfant avec mes petites poupées.
C'était quoi? C'était vivre ta vie c'est une vie parallèle un peu? Alors, c'est pas une vie parallèle, mais mon frère a eu beaucoup d'ennuis de santé et il a pris beaucoup de temps, beaucoup de place, ce qui était normal. Et donc moi, je passais beaucoup de temps à côté et je crois que c'était ma façon à moi d'être accompagnée. D'avoir une histoire. D'avoir une histoire. D'être au centre d'une Exactement. Histoire. Et tes copains, c'était comment? Est-ce que tu jouais avec des copains, par exemple? Oui. Des copines ou des copains? Ouais, toujours. J'ai toujours eu des copines, j'ai toujours eu les voisins, les voisines, les copains d'école. Je suis quelqu'un de très sociable, donc que ce soit enfant ou maintenant, j'ai toujours eu mes copines. J'étais peut-être un peu plus réservée à l'époque, mais maintenant... Tu peux me raconter, si tu es d'accord, tu voudrais bien me raconter ton premier crush? Mon premier crush, qui était mon... Vraiment enfant ou un peu plus Le premier émoi, quoi, voilà. Je sais pas, ça peut être... Je sais pas à quel âge c'est. Bon, en primaire, j'ai eu mon amoureux de primaire pendant 4 ans. Je me souviens, il s'appelait Florent. Et j'étais amoureuse. Mais quand on est enfant, c'est un amour où on sait que... Limite, je crois que c'est le meilleur des amours. Parce qu'on vit rien, on partage rien, pas de bisous, pas de relation. Mais on l'aime et on a l'impression que lui aussi il nous aime. Et on aime bien cette relation non partagée, mais on sait qu'on s'aime. Et c'est pas mal aussi. Et après le premier émoi, le vrai émoi, peut-être, quand les choses étaient un peu plus sérieuses. Il s'appelait Théo, je m'en souviens très bien, un petit blond aux cheveux. Ah, ça c'était... alors là, par contre, c'est la première... c'est les premiers bisous, c'est les premières... le vrai rapprochement. Ça n'a pas duré longtemps, mais en tout cas, on était très amoureux et ça fait partie quand même de mes meilleurs souvenirs. Qu'est-ce que tu avais touché chez lui? C'était quoi? Sa gentillesse, son regard, le regard qu'il posait sur moi. Il te regardait, quoi. Ah ouais, il me regardait. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui chez mon compagnon, c'est qu'il me regarde aussi. Je crois que c'était ça, de sentir la confiance, de se sentir aimé de l'autre côté. Je crois que c'est le plus important. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Pour moi, parce que chacun ça... L'amour, c'est la sécurité. C'est se sentir totalement épanoui avec quelqu'un dans n'importe quelle circonstance. Qu'on soit au plus mal ou au meilleur de soi-même, d'avoir toujours quelqu'un derrière soi, d'être vraiment en confiance. Pour moi, c'est ça l'amour. C'est de partager, mais d'être là pour la personne. Et... ouais, je pense que c'est ça. Quand tu étais gamine et que tu jouais dans ton coin avec les poupées, si tu pouvais aller lui chuchoter un mot gentil à l'oreille, tu lui dirais quoi? À qui? À toi. À moi? À toi-même, oui. Sois forte. Sois forte. Encore plus forte. Encore plus forte. Lâche pas, lâche jamais. Et avance. Et quand tu auras une petite fille ou un petit garçon, comment ça sera? Merveilleux. Merveilleux. Quel genre d'enfance tu voudrais lui offrir? Une enfance simple. Je veux que mon enfant il ait des amis qui soient en sécurité, bien sûr, en bonne santé. Voilà, donc toutes ces choses matérielles, je trouve que maintenant c'est assez naturel et on peut le faire, mais en tout cas, qui s'amuse, qui s'éclate et lui donner toutes les choses pour rencontrer les bonnes personnes, pour être heureux, pour s'épanouir, pour apprendre, pour faire tout ce qu'il a envie de faire, pour être curieux, enfin, vraiment tout lui donner pour réussir, pour s'épanouir. C'est quoi la qualité que la plus importante pour toi chez l'humain? J'aime que les gens soient, entre guillemets, honnêtes, vrais, avec un bon fond, que tout soit fait avec un bon fond, avec une bonne pensée. C'est le plus important pour moi. Les gens soient, pas de calcul, quoi. Pas de calcul, et puis d'être sincère. Quand on aime, quand on n'aime pas, on n'aime pas. Mais de ne pas faire semblant. Je n'aime pas les gens qui font semblant. La vraie qualité, c'est d'être droit, d'être honnête. Il y a un truc dont j'ai oublié de te parler, j'aimerais bien si tu es d'accord. Uniquement, bien sûr. C'est ton histoire de talon d'Achille. Ah oui. Parce que c'est quand même assez formidable. Cette histoire, elle est assez incroyable. Il y a quelques mois, j'étais en train de couper un potimarron en 2. Et j'avais le couteau planté dedans et il y avait un bout de lame comme ça qui dépassait. Et mon chat m'a volé un morceau de nourriture, donc j'ai lâché le potimarron et je me suis penchée pour ramasser. Et là, le potimarron est tombé et le bout de lame qui dépassait a trouvé ma cheville.
et m'a sectionné la moitié du tendon d'Achille, le nerf et l'artère qui passaient à côté. Donc j'ai été opérée, j'ai eu une botte pendant 1 mois et demi. Bain de sang, non? Bain de sang, ah bah ouais, quand il y a une artère, c'est assez... Tu t'es fait peur ou pas? Moi non. Moi Le non, chat parce que le chat non plus. Je pense que c'est plutôt mon compagnon qui a eu peur. J'ai pas peur du sang, j'ai pas peur assuré. Il a assuré comme une bête. Mais moi j'ai pas peur. J'ai pas peur du sang, j'ai pas peur des hôpitaux. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu le travail? Comment je vais faire pour travailler? Ouais. Comment je vais faire pour travailler? J'espère que c'est pas grave, j'espère que c'est superficiel. Parce qu'à ce moment-là, bon, bah, on voit du sang, mais on sait pas si c'est de la peau, on sait pas si c'est... Donc ouais, ma première pensée, ça a été j'espère que c'est pas grave et j'espère que je vais pouvoir travailler. C'est tout? C'est tout. Aucune autre pensée? Ça a été les premières. Et du coup, ça a duré combien de temps l'immobilisation? Oui. 1 mois et demi. Et après, il faudrait apprendre à marcher correctement. Donc, on rajoute 1 mois, 2 mois T'as fait de la rééducation? Pendant 6 mois. J'en refais encore un petit peu. Maintenant, j'en reprends. C'est fou quand même, le talon d'Achille. Ça met du temps. C'est tellement symbolique que je trouve ça hallucinant comme ah bah événement, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que c'est... Alors bon, accident domestique, ça existe. Après, j'étais très fatiguée à ce moment-là. Un peu à bout, et je crois que c'était une façon de me dire lève le pied, Périne. C'est ce qui s'est passé pendant 2 mois. J'ai levé le pied. Et t'as fait quoi pendant les 2 mois? Eh bien, j'ai pas mal bullé, j'ai regardé des films, j'ai bouquiné, j'étais en plein déménagement, donc j'ai aussi fait des cartons, voilà, déménager, et surtout j'ai de la chance, j'ai des amis merveilleux et qui sont venus me voir, qui m'ont emmené à des soirées. Donc on était en plein confinement, mais on a réussi. Ils me portaient sur leur dos, ils me descendaient, ils me mettaient des chaises au milieu du bar. Enfin, c'était vraiment super. Et finalement, c'était 2 mois où je me suis beaucoup amusée. C'était pendant le confinement carrément? Ouais, c'était pendant les confinements. Ça tombait bien finalement. Ça tombait bien. Parce que les gens... Mais après, moi, je travaillais. C'était pas le premier confinement, c'était celui où on avait les couvre-feux, là, je sais plus trop. Ouais, c'était un de tout ce qu'on a vécu. C'est dans le vortex temporel qui... Je vois. Tout à fait ça. T'as une question à me poser? Non, j'ai pas de question à te poser. Ça va? Très bien. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter si tu souhaites. Comme tu souhaites. De toute façon, on va faire ça tous les ans, donc ah bah oui, on a avec tout plaisir. le temps du monde. J'aurai autre chose à te raconter dans 1 an. Bon, bah écoute, je te remercie. Avec plaisir. Et on va faire juste quelques secondes de silence, juste pour les besoins de montage. Il me faut des petits morceaux de son ambiant en fait. Bien sûr. Puis on en profite pour faire quelques secondes de lâcher prise. Voilà. Ok. Super. Tu fais un clap encore?